Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à une question importante: en quoi l'économie circulaire peut-elle contribuer au développement économique des territoires? Une question qui a commencé à se poser pour nous il y a déjà plusieurs mois, parce qu'on observait que dans les collectivités, la question se posait. Et évidemment, quand une question de ce type se pose dans plusieurs collectivités, il est intéressant d'aller y répondre. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Alors, pourquoi cette étude? Au fond, dans les collectivités, depuis quelques années, ce qu'on observe, c'est que ce sont très souvent les services en charge de l'environnement qui ont porté les démarches d'économie circulaire. Et puis, ces services en charge de l'environnement, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient, pour mobiliser les entreprises, parce que le but, c'est d'aller mobiliser des entreprises, des acteurs économiques du territoire. Pour aller mobiliser ces acteurs économiques du territoire, eh bien, ils cherchent à solliciter leurs collègues en charge du développement économique. On note aussi que depuis 2019 environ, certains services de développement économique se sont eux-mêmes saisis des démarches d'économie circulaire. Et à travers ces constats qu'on pouvait poser dans les collectivités, ce qui ressortait, c'est que l'économie circulaire, elle n'était pas forcément évidente à appréhender par l'ensemble des services de développement économique, par l'ensemble des vice-présidents en charge du développement économique, et qu'il y avait une question qui se posait, c'est au fond, pour eux, pour ces vice-présidents, pour ces chargés de développement en charge du développement économique, en quoi l'économie circulaire, elle va contribuer à leurs objectifs de développement économique territorial. Et évidemment, plus l'économie circulaire est susceptible de répondre à ce développement économique territorial, plus les services de développement économique vont pouvoir s'y impliquer. Il nous apparaissait donc important de pouvoir répondre à cette question. D'abord, il y avait, quand on pose la question, un premier aspect qui était en quoi l'économie circulaire peut s'intégrer à la démarche de développement économique. C'est le premier aspect. Et puis, il y avait un deuxième aspect, c'est comment l'économie circulaire peut-elle être appropriée par le développeur économique. Pour répondre à ces différentes questions, il nous a semblé d'abord important de rappeler ce qu'était l'économie circulaire. Alors, au vu des participants, là, vous êtes très nombreux à déjà bien maîtriser l'économie circulaire. Nous, on a repris tout simplement la définition de l'ADEME, d'économie circulaire, les 3 domaines, les 7 piliers. Et on s'est demandé, dans ces 7 piliers, lesquels vont intéresser le développement économique. D'abord, les piliers d'extraction, d'exploitation et d'achat durable, le pilier d'éco-conception, le pilier d'écologie industrielle et territoriale et le pilier d'économie de la fonctionnalité. Ça paraissait assez logique sur ces piliers qui concernent l'offre des acteurs économiques. On a rajouté, comme le fait l'ADEME Grand Est, un 5e pilier pour les acteurs économiques, c'est l'optimisation et la réduction de la production de déchets des acteurs économiques. Et on s'est dit, bon, a priori, ces piliers de l'économie circulaire-là, ils sont en lien avec le développement économique des territoires. Et puis, tout ce qui va concerner la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage, a priori, c'est un peu moins en lien. C'était notre première entrée. Et puis, le recyclage, c'est certes un secteur économique, mais un secteur économique plutôt déjà abordé par les services déchets. Donc, concentrons-nous sur ces 5 premiers piliers là, qui apparaissent en bleu. C'est la première approche. Et au fond, quand on travaille sur ces piliers dans une approche de développement économique, on peut se dire qu'il s'agit de préserver les ressources en créant des emplois non délocalisables et en améliorant l'attractivité du territoire. C'est ça, et là on commence à voir se dégager un certain nombre d'impacts qui font le lien entre développement économique et économie circulaire. Les questions que nous nous sommes posées, c'est quelles sont les modalités d'action, pour quels impacts et comment s'y prendre en tant que développeur économique. Pour ça, quand on veut s'y prendre en tant que développeur économique, alors on va revenir un tout petit peu en arrière. Alors, sur la diapo précédente, pour le développeur économique, il s'agit de choisir un type d'action adapté à son territoire et d'essayer de pérenniser la dynamique. Et au fond, ce sont ces 3 questions qu'on va aborder maintenant dans le webinaire. On va vous montrer à la fois les modalités d'action qu'on a dégagées, on va vous montrer les impacts
qu'on a dégagées quand il y a une démarche de développement économique territorial appuyée sur une approche économie circulaire. Et on va aussi discuter la manière de porter ça en tant que développeur économique. Comment nous nous y sommes pris? Alors, on va y venir d'ici quelques instants, mais avant ça, je vois qu'on est déjà de plus en plus nombreux. On vient de passer à 50 participants pour ce webinaire. Au total, vous êtes une centaine de personnes à vous être inscrits sur le webinaire. Donc, au vu des chiffres habituels de participation, on table sur une participation comprise entre 50 et 60 personnes. Et on est très heureux que vous soyez là. Vous avez sur la carte, là, la liste des collectivités que nous avons interrogées dans le cadre de notre étude. Et oui, pour aller explorer cette question du développement économique territorial appuyé sur l'économie circulaire, on s'est évidemment tourné vers des collectivités que nous connaissions, dont nous avions entendu parler, qui menaient de leur côté des actions d'économie circulaire. Mais vous voyez que là, nos collectivités, elles sont principalement dans la moitié ouest de la France, avec quelques points aussi ailleurs en France. Et je vais vous poser la question, parce qu'on ne se connaît pas tous là aujourd'hui autour de la table, de quel coin de la France êtes-vous? D'où venez-vous? Et je vous invite donc à remplir ce sondage. Est-ce que vous êtes plutôt du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, d'ailleurs, d'outre-mer? Alors, vous êtes déjà 38 à avoir répondu, 39, on va essayer de monter, allez, à 45, 42, encore quelques instants, 43, 44, allez, un 45e, 45. On met fin au sondage. Et alors, vous êtes majoritairement de l'Ouest, on va dire un gros tiers. Et puis, vous venez d'un peu partout en France. Il y a même 2 personnes qui viennent d'ailleurs, alors qui sont au-delà de nos frontières. Est-ce que ces 2 personnes veulent prendre la parole quelques instants? D'où venez-vous, ceux qui viennent d'ailleurs? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Cheikh Ndiaye, je suis du Sénégal. Ok, eh bien, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli et merci de cette opportunité que vous m'offrez. Avec plaisir. Puis, on a une autre personne qui vient au-delà de nos frontières, manifestement. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui s'est trompé, qui s'est trompé de bouton. Bon, visiblement, soit c'est une personne discrète, soit une erreur de bouton. En tout cas, on est très heureux de tous vous accueillir. Au total, on a, du coup, au cours de l'étude, Lisa a interrogé une douzaine de territoires sur lesquels étaient engagées des démarches d'économie circulaire. Et au total, 22 acteurs ont été rencontrés. Alors Lisa, comment ça s'est passé, là, ces prises de contact? Est-ce que tu as été accueillie voilà, à bras ouverts? Est-ce que ça a été facile de recueillir des informations? Oui, du coup, ça s'est très bien passé, puisque les collectivités qu'on a interrogées, elles étaient ravies d'échanger avec moi sur ce sujet, puisque globalement, c'est un sujet qui les intéressait et c'est des questions, les questions qu'on a abordées, c'est des questions qu'elles se posaient déjà en interne. Donc, c'était particulièrement intéressant. Très bien. Et on voit, alors, tu t'es intéressé à 12 démarches, mais il y a eu 22 acteurs rencontrés. Qu'est-ce qui explique cela? 22 acteurs rencontrés parce qu'en fait, on s'est intéressé à des territoires et donc on a interrogé les collectivités, mais aussi les acteurs relais des collectivités ou parfois aussi les bénéficiaires des démarches. Et donc j'ai interrogé des chargés de développement économique, mais aussi des chargés de mission économie circulaire, des porteurs de projets ou des dirigeants d'entreprise sur certains territoires pour avoir une vision d'ensemble de la démarche qui était portée sur le territoire en question. Très bien. Et puis, on voit là que tu as classé les différentes démarches suivant les piliers de l'économie circulaire, alors de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, beaucoup de démarches d'écologie industrielle et territoriale, et puis des démarches aussi d'incubateurs en faveur de projets d'économie circulaire. Et tu as aussi identifié des démarches hybrides là, suivant les couleurs qui apparaissent sur la carte. Donc voilà, vous avez, à travers cette carte, la méthode qui a été utilisée pour aboutir aux résultats qu'on va vous présenter d'ici quelques instants. Au programme de notre webinaire, on a un webinaire qui va durer 1 heure, on s'arrêtera vers midi, on va avoir un temps de questions, temps d'échange à la fin, si vous le souhaitez, une dizaine de minutes, voilà, où vous pourrez prendre la parole, poser toutes les questions que vous souhaitez.
D'ici là, pendant tout le webinaire, vous pouvez utiliser le chat pour réagir, poser des questions, etc. David s'occupe de surveiller le chat et de relever les questions, de les regrouper pour pouvoir, pour pouvoir faire en sorte que nous ayons des points pour pouvoir répondre aux différentes questions. Et puis, vous voyez qu'on va parler des modalités d'action observées, des impacts territoriaux. On va aussi discuter de quelles modalités d'action choisir. Mais on va commencer en partageant avec vous 2 retours d'expérience. On va aller sur le terrain à travers les expériences d'une démarche hybride d'abord, celle du cluster Jura. Et puis, on aura le plaisir ensuite de découvrir la démarche recto verso avec Nathalie et Violette. C'est parti pour un premier retour d'expérience avec le cluster Jura. Alors effectivement, donc je vais d'abord vous parler du cluster Jura et vous présenter cet exemple. Donc le cluster Jura, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui se situe, comme son nom l'indique, sur le territoire du Jura et qui cherche à révéler et valoriser les ressources locales en s'inscrivant dans un processus collectif. Initialement, le cluster, il a été pensé sous la forme d'un PTCE, donc d'un pôle territorial de coopération économique, qui s'est progressivement structuré en société coopérative d'intérêt collectif, dans une logique de valorisation des ressources du territoire et de création d'activités économiques. Donc cette SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, elle regroupe aujourd'hui 88 sociétaires, qui sont à la fois des collectivités locales, des entreprises et des associations, mais aussi des salariés et des citoyens. Et le cluster, il compte 8 salariés pour un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Et il fonctionne grâce à un financement hybride qui est à la fois dû au soutien des collectivités locales, mais aussi grâce à des prestations d'accompagnement qu'il fournit aux collectivités ou aux acteurs du territoire. La porte d'entrée historique du cluster, c'est la création d'emplois, mais il a récemment revisité cette approche, notamment grâce à la réalisation d'une thèse sur cette question, pour remettre au centre de ses actions la création d'un maillage coopératif d'acteurs, puisque son objectif social, c'est la structuration du territoire pour faciliter la création d'activités économiques pérennes au service des transitions. Son champ d'action, il englobe et il dépasse l'économie circulaire, puisqu'il s'intéresse à des questions comme l'alimentation, les circuits courts, l'économie de proximité, l'artisanat avec la création de tiers-lieux et plus généralement à l'entrepreneuriat. Et on a clairement un parti pris du cluster en faveur du développement endogène. Et c'est un aspect qui a été un frein pour son développement et pour le cluster, notamment, et qui peut être un frein dans ses relations avec les collectivités locales, puisqu'ils ont une volonté d'associer tous les acteurs du territoire, dont les collectivités, mais ils ont rencontré quelques difficultés puisque les collectivités ne sont pas toujours sensibles à ce type de développement. Et donc concrètement, comment le cluster travaille? D'abord, ils font tout un travail autour de l'émergence des projets, avec la révélation des besoins du territoire. Et donc, ils ont cette capacité à cerner les problèmes qui peuvent rassembler les acteurs. Ensuite, il s'agit de co-construire ensemble en identifiant des opportunités collectives. Et enfin, ils ont une phase de mise en œuvre, puisque le cluster, il incube lui-même certains projets, des projets qu'il crée, qu'il porte ou qu'il accompagne. Et donc, il a développé un nouveau type d'entrepreneuriat qu'il a appelé entrepreneuriat coopératif de territoire, et qui s'inscrit dans une logique de double ingénierie, avec d'un côté la dynamique projet classique, et d'un autre côté la dynamique coopérative. Et on a vraiment cette volonté d'ancrer le projet sur le territoire au fur et à mesure de son développement, pour s'assurer qu'il réponde à un besoin existant des différents acteurs. Et ça peut aboutir à la création de structures collectives de portage. Notamment, ça aboutit à la création d'associations pour des démarches de IT sur des zones d'activité, mais aussi à la création de sociétés coopératives d'intérêt collectif, notamment pour pour un plan alimentaire territorial, ce qui permet de pérenniser la démarche. Le cluster, il a accompagné 8 projets qui ont abouti et ils ont en ce moment encore une trentaine de projets en accompagnement. C'est des projets qui touchent à des domaines divers. Donc, il y a des projets autour de la consigne des bouteilles en verre, le plan alimentaire territorial, comme je viens de vous le dire, mais aussi des ateliers textiles ou des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Et ils ont en particulier accompagné ce projet, qui est donc le projet Demain Petite Montagne. Demain Petite Montagne, c'est une communauté de communes rurales sur lequel le cluster il est intervenu pour mettre en place une dynamique collective et faire ressortir les opportunités du territoire. Comment il a procédé? Selon la méthode que je viens de vous présenter juste avant, c'est-à-dire en commençant par organiser des rencontres et des entretiens pour identifier les enjeux du territoire. Puis on a eu une phase de co-construction avec des sessions de brainstorming,
et notamment une grande soirée d'échange qui a réuni 200 acteurs locaux. Et ça a abouti à 5 projets qui sont encore aujourd'hui en cours d'accompagnement pour certains, dont une solution de location de vélos sur le territoire, mais aussi le développement d'une recyclerie et le développement de tiers-lieux. Merci pour cette présentation où on voit émerger un certain nombre de projets d'économie circulaire à partir d'une démarche plus générale de développement économique territorial tournée quand même vers une utilisation maximale des ressources territoriales, ce qui rejoint bien la démarche d'économie circulaire. On va passer maintenant au deuxième exemple, au deuxième retour d'expérience. Et on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Nathalie Poulain et Violaine Baudon. Nathalie et Violaine, vous travaillez toutes les deux sur le projet Recto Verso qui est porté par l'Aglo 2B, l'Aglo du Bocage-Bressuire. Et puis on voit cette photo, voici des ressources locales valorisées par des emplois locaux. Ça, c'est le résultat de votre projet. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ? Bonjour, merci Gaëlle de nous donner la parole et de pouvoir donc faire ce retour d'expérience. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de ce qui a pu être effectivement réalisé grâce à la mise en place de cette démarche d'écologie industrielle et territoriale, je vais revenir un petit peu sur justement la genèse et la création de l'association du réseau Recto Verso pour pouvoir mieux vous montrer comment ça s'est passé. Donc moi, je suis chargée de développement économique au sein de la collectivité, effectivement, de la communauté d'agglomération du Bocage-Bressuire. En fait, à l'origine, la démarche, comme tu le disais justement en préambule, elle est née d'abord par le service gestion des déchets, le pôle environnement, qui a souhaité donc répondre à un appel à projet de l'ADEME et de la région en vue de mettre en place sur le territoire une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Et très rapidement, il a semblé effectivement incontournable de travailler avec le service développement économique parce qu'eux avaient une connaissance technique, on va dire, sur notamment la gestion des déchets, mais n'avaient pas le réseau d'entreprises. Et à l'inverse, les chargés de développement économique avaient une bonne connaissance du tissu du territoire, mais n'avaient pas cette connaissance technique, j'ai envie de dire, et puis suffisante par rapport à ces questions. Donc, c'est eux qui nous ont amenés là-dessus. Très vite, on a vu beaucoup d'intérêt à la chose, donc on a travaillé ensemble, on a travaillé en copine, on a déjà intégré les entreprises dès le départ aussi dans la démarche. On avait la chance d'avoir une petite association qui existait déjà sur le territoire et qui travaillait sur ces questions un peu d'économie circulaire. Donc, ils ont été aussi associés dès le début du projet. Et tout ça nous a amené très vite à se dire, si on veut mettre quelque chose en place, il faut, de toute façon, ça faisait partie aussi un peu de l'objectif de l'appel à projet de l'ADEME et de la région, c'était qu'à moyen terme, ça puisse devenir périn, que la démarche se pérennise dans le temps et puisse être plus autonome et indépendante. Donc, on a de suite donné un nom, une identification, une charte graphique, un site dédié, etc. à la démarche pour vraiment la poser sur le territoire en tant qu'entité propre. Et très vite pour que les entreprises puissent trouver leur intérêt sur la démarche et qu'on réponde bien à leurs attentes et leurs besoins. L'idée, ce n'était pas de venir leur imposer quelque chose, mais c'était bien de co-construire quelque chose avec les entreprises. Très vite, la nécessité effectivement de créer une association est née pour pouvoir intégrer dans le conseil d'administration les chefs d'entreprise et travailler sur leurs attentes, leurs demandes, impulser des idées, évidemment, voir comment elles pouvaient s'en emparer, mais aussi récolter leurs attentes et leurs besoins pour les faire grandir sur toutes ces questions-là et permettre effectivement du développement économique, sur de l'innovation, sur des choses auxquelles elles n'auraient pas nécessairement pensé au départ. Donc, cette association, elle est née en 2018. Et puis, c'est aussi un moyen de faire participer financièrement les entreprises
en mettant un montant d'adhésion, alors fonction effectivement du nombre de salariés dans l'entreprise, mais de ne pas installer sur le territoire une démarche uniquement de collectivité publique, gratuite pour les entreprises, mais bien qu'elles soient partie prenante et donc financièrement aussi intéressées par la démarche. Donc voilà un petit peu l'historique, on va dire, et la mise en œuvre de ce réseau recto verso. Donc aujourd'hui, on a 42 adhérents avec des cotisations donc, qui vont de 100 à 500 euros. Et on a donc une chargée de mission dédiée à faire vivre cette démarche, donc Violaine Baudon, à qui je vais passer la parole pour qu'elle puisse rentrer concrètement dans le vif du sujet et qu'est-ce que fait le réseau recto verso pour ces entreprises. Alors, merci Nathalie pour ta présentation de la genèse du projet. Moi, je vais vous présenter un peu une synergie qu'on a mise en place localement et donc qui favorise l'économie circulaire, qui part d'un constat qu'a fait l'Aglo 2B dès 2017-2018, qui était que les déchets de menuiserie constituaient un gisement vraiment important des déchetteries du territoire, alors même que quand on réfléchit de quoi sont constituées une porte et une fenêtre après usage, soit de bois, d'aluminium ou de PVC et de verre, qui sont autant de matériaux qui peuvent être finalement valorisés séparément. Donc, on avait la chance sur le territoire d'avoir un acteur qui s'appelle l'ESIAM, qui bénéficie de l'expérimentation nationale territoire zéro chômeur de longue durée et qui, de par ce statut-là, ne doit mener des activités qui sont forcément non concurrentielles. Et donc, en s'appuyant sur ce réseau d'acteurs locaux, on a réussi à initier une synergie qui fonctionne encore aujourd'hui. Donc, l'Aglo collecte et transporte les déchets de menuiserie, ou à défaut prend en charge en tout cas le transport vers l'ESIAM, qui est situé dans le nord de notre agglomération. Donc, l'ESIAM emploie aujourd'hui une cinquantaine de personnes sur cette activité de démantèlement. Et une fois séparé, le PVC est récupéré par un recycleur de PVC local à une dizaine de kilomètres qui s'appelle Polyrex. Le verre est aussi valorisé en verre plat. Ça, c'était vraiment un critère que souhaitaient tous les acteurs associés à ce projet dès le départ. Et c'est une filiale de Saint-Gobain aussi locale qui récupère le verre. L'aluminium se valorise tellement bien qu'il arrive rarement jusqu'aux ateliers de démantèlement. Mais le bois, lui, est réutilisé et recyclé en partie par un menuisier local qu'en a fait la base de son modèle économique et qui s'appelle Sans Détour. Donc, pour revenir un peu sur l'image qu'on a vue au début de l'introduction de Gaëlle, donc en effet, ce sont des ressources du territoire, puisque les tables que vous voyez, c'est du mobilier intérieur que fabrique Benjamin Verger de Sans Détour et qui sont donc issus de ces anciennes menuiseries. Donc lui, initialement, dès 2011, il avait réfléchi à ça et s'était rendu compte du gisement que représentaient ces anciennes portes et fenêtres. Et puis, il avait commencé seul dans son atelier à démanteler les fenêtres en bois. Et puis, quand l'ESIAM est arrivé et a commencé à exercer cette activité, pour lui, ça a été qu'un gain de temps. Ça a bien contribué à l'émergence de son activité, puisqu'aujourd'hui, donc lui est menuisier et il travaille en partenariat avec un architecte nantais. Et en plus, maintenant, aujourd'hui, ils sont même 2 menuisiers sur le projet à travailler. Donc, en plus de valoriser les ressources du territoire, ça a permis de contribuer à la création ou au moins à la pérennisation de leurs emplois. Donc, il rencontre quand même des difficultés aujourd'hui dans le cadre de son activité, en partie parce que le bois qui lui est mis à disposition n'est pas utilisable tel quel. Il nécessite encore une petite transformation parce que les fenêtres et des portes ont quand même été peintes ou en tout cas ont reçu des produits qui doivent être enlevés avant de pouvoir être réutilisés, que ce soit dans du mobilier intérieur ou extérieur. Et donc, en termes de main-d'œuvre, il pratique aujourd'hui des tarifs qui sont plus élevés que d'autres menuisiers qui s'approvisionnent en bois brut. Néanmoins, quand on est actuellement face à l'augmentation des matières premières telles que tous les menuisiers le rencontrent aujourd'hui, on peut se dire que peut-être que son modèle n'est pas complètement déconnecté des réalités et qu'il va finalement être plus compétitif qu'il pensait l'être, même en début d'année.
Le gérant de cette société sans détour est très impliqué à titre individuel à ce que puisse être développée une fiscalité incitative, notamment à destination des artisans qui contribuent à l'économie circulaire et utilisent dans leur process de fabrication du bois et des matières qui sont issues de l'économie circulaire. Merci. Voilà, et puis juste, j'avais fait une petite dernière phrase c'était l'une des synergies qu'on pratique au sein du réseau Recto Verso, mais aujourd'hui, on agit un peu globalement, on essaie d'accompagner les entreprises aussi bien sur la thématique déchets qu'énergie et mobilité, donc toujours dans le but de favoriser les actions de mutualisation et de coopération. Merci beaucoup, Violaine et Nathalie, pour ce partage d'un exemple très parlant et on voit qu'on débouche sur de la création d'emplois et d'activités sur le territoire. David, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on a des questions? Oui, on a plusieurs questions. J'ai les deux notamment qui concernent l'intervention plutôt de Violaine, mais peut-être que Nathalie a des réponses sur ces questions-là. Donc, la première concerne quelle est la mission de l'architecte dans l'emploi direct des huisseries. Et la deuxième, je vous laisse répondre aux deux comme ça, elle est plus sur la question de l'amiante, potentiellement, comment les IAM traitent cette question-là. Alors pour le rôle de l'architecte, c'est surtout un rôle dans la conception et la mise en valeur du produit pour se démarquer, pour avoir un avantage concurrentiel. L'architecte crée du mobilier intérieur et extérieur qui est visuellement très joli. Et quand on va sur le site de Sans Détour et qu'on regarde ce qu'ils font, au-delà du fait que ce soit issu du réemploi et de l'économie circulaire, c'est du joli mobilier d'intérieur et d'extérieur. Le rôle de l'architecte, il est plus dans cette mission-là. Et concernant l'amiante, alors là, pour le coup, je ne sais pas si Nathalie, tu as des billes de l'activité de l'ESIAM, mais je sais qu'il y a toute une partie de... Donc, Benjamin, évidemment, a un process où toutes les parties qui sont sciées au-dessus du bois sont récupérées en déchets dangereux. C'est du bois B qui ensuite se fait récupérer. Je ne sais pas si vous attendiez d'autres réponses, mais je peux me renseigner si besoin, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Et on avait une dernière question, mais qui est peut-être plus générale, qui est moins liée au projet, c'est comment... alors, c'est peut-être une mécompréhension, là, mais comment avez-vous fait pour mettre en œuvre une fiscalité participative à telle échelle? En fait, c'était plus un frein que relevait le porteur de projet, en fait, parce qu'il aimerait bénéficier d'une TVA qu'on pourrait appeler TVA circulaire, qui serait à très faible taux, comparativement à des fabricants de mobilier qui utiliseraient du bois brut et un taux classique, quoi. Mais aujourd'hui, il est au même taux de TVA que n'importe quel. Donc, ça ne lui facilite pas la tâche pour être compétitif, économiquement parlant. C'est bien ça, Violaine et Nathalie, c'est plus une demande de l'acteur plutôt qu'une réalité à l'échelle du territoire. C'est exactement ça. Oui, C'est vraiment quelque chose sur lequel on aimerait pouvoir agir pour notamment encore plus inciter ces projets d'économie circulaire. Très bien. Merci à toutes les deux pour cet exemple très, très concret, très parlant. Alors, les deux exemples qu'on vous a présentés, ils sont parmi la douzaine d'exemples qu'on a étudiés. Et ils permettent de mettre en avant ces questions qu'on s'est posées. La première question qu'on s'est posée, c'est au fond, quels vont être les impacts et quels indicateurs on prend pour montrer que l'économie circulaire contribue au développement économique territorial. Et on voit là que dans ces exemples, on a des éléments autour de l'emploi. Tant d'emplois créés, 50 emplois créés à l'ESIAM, 2 emplois créés auprès du menuisier, de l'architecte, de la structure sans détour, en tout cas pour l'architecte, un emploi renforcé. On se dit, là, on a un indicateur potentiel. Et puis, on peut avoir d'autres impacts, et on va avoir l'occasion de revenir sur ces impacts. Mais ce qui nous a paru important avant d'aller vers les impacts, après s'être interrogé sur les impacts, c'est de se dire, au fond, quelles sont les modalités d'intervention des services de développement économique? Est-ce qu'il y a quelque chose à dégager de ces modalités d'intervention? Là, vous avez vu le cluster du Jura, vous avez vu la démarche recto verso. Qu'est-ce qu'on peut dégager de la douzaine d'exemples qu'on a devant nous? Et c'est la question qu'on s'est posée et à laquelle, Lisa, tu vas apporter un certain nombre de réponses.
Oui, parce que du coup, dans les deux cas qu'on vient de vous présenter, on a des démarches de sensibilisation et de la mobilisation des acteurs locaux avec des réflexions collectives et des synergies collectives. Et on est parti de ces observations, donc à l'échelle de nos 12 territoires, de terrain pour identifier les modalités d'action mises en œuvre, mises en place dans le cadre de ces démarches. Et on a observé du coup des similitudes qu'on peut regrouper, qu'on a regroupées nous sous la forme sous 4 catégories, donc 4 modalités d'action différentes. Une modalité d'action qui touche à la sensibilisation, une autre qui touche à la facilitation de la coopération interentreprises, principalement dans le cadre des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Et ensuite, on a de l'action autour de l'accompagnement d'entreprises et de l'accompagnement des porteurs de projets. On a pu distinguer ces 4 modalités d'action en fonction des actions mises en place par les territoires, des méthodes mises en œuvre et du public ciblé et des objectifs visés par la démarche. Donc, sur les 12 démarches étudiées, globalement, elles ont toutes mis en œuvre des démarches de sensibilisation. Et ensuite, on retrouve également beaucoup de démarches de facilitation de la coopération interentreprises et plus anecdotiquement, des démarches d'accompagnement d'entreprise ou d'accompagnement des porteurs de projets. Les actions de sensibilisation, elles correspondent aux actions de communication générale auprès des acteurs économiques pour transmettre des informations sur l'économie circulaire. Et ça peut concerner tous les piliers de l'économie circulaire, en passant principalement par l'organisation de réunions, l'envoi de courriers ou d'emailing et la transmission générale d'informations. Elle s'adresse à tous les acteurs du territoire qui sont intéressés pour participer à ces réunions ou pour être informés en tout cas sur ces informations, puisque l'objectif c'est d'accompagner une montée en compétences collectives sur le territoire, sur l'économie circulaire. C'est une action qui est mise en œuvre sur le territoire du Pays des Herbiers, puisqu'il y est organisé des ateliers thématiques dans les locaux des entreprises. Alors, avant la crise sanitaire, c'était une fois par mois avec environ une douzaine de participants. Mais ils ont transformé, depuis la crise sanitaire, ces interventions en interventions par visioconférence. Et donc, ils ont organisé il y a quelques mois un atelier sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération avec l'intervention d'un prestataire externe. La deuxième modalité d'action, c'est la facilitation de la coopération interentreprises. Et donc, c'est une action d'accompagnement collectif pour la création de liens entre acteurs économiques. La création de liens, elle peut être à la fois matérielle, avec la création de synergies, de mutualisation ou de substitution, mais ça peut être aussi une création de liens immatériels avec le développement de réflexions collectives et l'établissement de stratégies communes. C'est notamment le cas dans les démarches d'écologie industrielle et territoriale, où on retrouve cet objectif de mise en place de synergie et de mise en commun et de mutualisation. Et le public ciblé, dans ce cas-là, c'est plutôt un groupe d'acteurs qui a été identifié en amont ou qui va être en tout cas défini par la suite, puisque l'objectif, c'est bien la structuration du tissu économique autour d'un groupe structuré. C'est une action qui est mise en œuvre dans le cadre de la démarche portée par Cocène Agglomération en Normandie, puisque Cocène Agglomération accompagne des zones d'activité portuaire sur la question de l'écologie industrielle et territoriale. Et c'est un accompagnement qui a abouti à des synergies, notamment autour de la gestion des déchets ménagers et de leur revalorisation à l'échelle du territoire. Troisième modalité d'action, c'est l'accompagnement ciblé des entreprises. Et donc, ça vise à accompagner les transformations des entreprises vers l'économie circulaire. C'est des transformations qui relèvent soit de l'optimisation des process industriels de fabrication. Et dans ce cas-là, ça touchera plus à l'optimisation de la gestion des déchets ou à l'éco-conception. Mais ça peut aussi être des transformations qui touchent à la stratégie interne de l'entreprise et donc potentiellement à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. L'accompagnement, il vise une entreprise en particulier, puisque la finalité, c'est bien la transformation individuelle d'une entreprise, même si le type d'accompagnement, il peut être collectif. La finalité, elle est bien individuelle pour l'entreprise. Et c'est le type d'action qui est porté par Initiative Durable, qui est une association qui accompagne les entreprises sur les questions qui touchent à leur politique de RSE. Et dans ce cadre-là, ils accompagnent également les dirigeants d'entreprise vers l'économie de la coopération, de la fonctionnalité de la coopération. Et ils proposent un parcours d'accompagnement semi-collectif depuis 2016, donc ils en sont à leur 4e édition, donc sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et c'est un parcours qui regroupe environ une dizaine d'entreprises par année pour 12 à 15 mois et qui vise à les accompagner dans la transformation de leur modèle économique. Donc enfin, la dernière modalité d'accompagnement, c'est l'accompagnement des porteurs de projets. Et donc, dans ce cas-là, les porteurs de démarches, ils cherchent à aider les porteurs de projets de l'économie circulaire à développer leur activité
sur des aspects qui touchent à l'économie circulaire, mais aussi des aspects plus techniques sur les modalités administratives ou financières du développement d'un projet de manière générale. Et c'est une action qui a été mise en œuvre par Angelo Métropole dans le cadre d'un contrat objectif déjà économie circulaire, puisqu'ils ont développé un incubateur de projet d'une durée de 3 mois. Et donc, ils ont accompagné en 2020 7 porteurs de projets sur les thématiques de l'économie circulaire. Et ils accompagnent à nouveau cette année 6 porteurs de projets. Et donc, dans ce cas-là, ça sera plus des projets qui touchent au recyclage, au réemploi et la consommation durable. Et ça s'adresse bien à un porteur de projet en particulier, puisque l'objectif, c'est donc de développer son activité à lui. Cet accompagnement des porteurs de projets, tu l'as vu assez régulièrement ou c'est quelque chose qui reste très rare aujourd'hui? Non, alors, dans les démarches de manière générale, d'économie circulaire, c'est souvent plus de l'écologie industrielle et territoriale. On a quand même observé du coup quelques développements de quelques incubateurs sur 4 territoires en particulier. Donc Angers-Loire Métropole, mais également le SMICVAL qui développe cette approche-là. Le Cluster Jura aussi, ils ont un aspect, ils font de l'écologie industrielle et territoriale, mais ils font aussi du coup de l'accompagnement de projet. Et donc on l'a retrouvé quand même sur quelques territoires. Très bien, merci. Et alors la question qui se pose, c'est et vous, sur vos territoires, hein, vous êtes une 50aine rassemblés pour ce webinaire, sur vos territoires, quelles sont les modalités d'action qui sont déployées? Et je vous invite à répondre à ce sondage. Est-ce que c'est plutôt de la sensibilisation, de la facilitation de la coopération inter-entreprise, de l'accompagnement d'entreprise, de l'accompagnement de porteurs de projets ou d'autres choses? Alors, c'est une question à choix multiples. Vous voyez que les territoires souvent portent plusieurs types de démarches parmi celles qu'on a identifiées, ont plusieurs modalités d'action. Et vous? Et on s'arrête maintenant avec 34 réponses. D'abord, de la sensibilisation. Et on retrouve quelque chose que tu as observé, Elisa. Ces actions sont présentes. Mais on voit aussi que la facilitation de la coopération inter-entreprise, l'accompagnement d'entreprise et l'accompagnement de porteurs de projets sont bien présents. Et c'est vrai qu'on peut être surpris là, par ce chiffre de 18 territoires qui font de l'accompagnement de porteurs de projets. En tout cas, 18 participants de territoires qui font de l'accompagnement de porteurs de projets, parce que ce n'était pas si fréquent. Sur les 12, on en a 3 qui font de l'accompagnement de porteurs de projets. Donc, c'est notable là, parmi les participants. N'hésitez pas à vous signaler ceux qui font de l'accompagnement de porteurs de projets ou de l'accompagnement d'entreprises, qui sont des actions plus rares au sein des collectivités. Vous pouvez tout à fait vous signaler dans le chat. Et puis, je vois aussi qu'il y a 3 personnes qui ont dit « Nous, on fait d'autres actions ». Alors, je me tourne vers vous, les 3 qui ont répondu « On fait d'autres actions qui ne rentrent pas dans ces modalités d'action ». Ce qui est intéressant, c'est au fond, ce qu'on teste là, c'est la robustesse du modèle qu'on vous propose avec ces 4 modalités d'action. Et s'il y a d'autres actions, c'est intéressant d'aller les voir si elles ne rentrent pas dans ces cases. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Pas spécialement. On peut se garder ça aussi pour le débat tout à l'heure. Oui, Gaëlle, c'est Dinara à l'ADEME Grand Est, parce que j'ai aussi coché cette case, mais je ne pense pas que ce qu'on fait, c'est très représentatif. En gros, c'était pour surtout ne pas se limiter aux modalités d'accompagnement qui étaient présentées, et dans autres, il peut y avoir tout et n'importe quoi, à commencer par des préconisations de formation, de stage, de contact, de toute autre forme d'accompagnement qu'il peut y avoir. Voilà, mais donc j'ai coché aussi cette case surtout pour ne pas être limité aux modalités présentées avant. Voilà, après, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas forcément représentatif de ce que peuvent faire les collectivités. C'est vrai, mais du coup, sur la préconisation de formation, par exemple, on va pouvoir trouver aussi des CCI, voire des fédérations professionnelles qui se positionnent comme ça, bien évidemment l'ADEME. Donc effectivement, c'est une autre modalité d'intervention qu'on peut trouver dans les territoires. Merci. Merci Dinara. Alors, si personne d'autre ne prend la parole sur cette partie autre, ce que je vous propose, c'est qu'on va... Ah, allez-y. Et en fait, je ne sais pas si en fait, les autres pays sont concernés. Si, bien sûr. En fait,
Nous, au Sénégal, en fait, il faut dire que le concept d'économie circulaire n'est pas encore très en vogue. Ce qu'il y a lieu de faire peut-être au niveau du plaidoyer, surtout au niveau des autorités. Parce que quand on parle d'économie circulaire, nous, on se limite juste au niveau du ramassage des ordures et autres. Et d'après les exposés que je viens de voir, c'est plutôt, ça va au-delà, quoi, de l'éco-conception jusqu'à la consommation durable, le recyclage et autres. Mais nous, actuellement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est véritablement un plaidoyer pour qu'il y ait un portage de projets par les politiques, quoi. Très bien. Eh ben, merci pour ce témoignage. Et pour le partager avec vous, là, ce qu'on montre aujourd'hui, ce n'est pas représentatif de ce qui se passe dans toutes les collectivités en France, hein. Le fait de se positionner dans une approche développement économique sur l'économie circulaire, ça reste quand même quelque chose qui est la réalité de seulement quelques dizaines de collectivités en France, d'après ce qu'on a pu observer. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a eu 2 commentaires aussi dans l'espace de discussion, notamment de Madame Le Touche, qui dit que dans le cadre de son programme, elle envisage de former des référents économie circulaire dans les entreprises. Et puis une autre intervention de Maceo qui propose donc l'accompagnement de collectivités à renforcer les liens entre entreprises de leur territoire sur des projets d'économie circulaire. Très bien. Eh bien, merci pour ces témoignages complémentaires. On passe à la question suivante, qui était, au fond, quels impacts peut-on observer quand on fait de l'économie circulaire dans une approche de développement et dans une volonté de développement économique territorial? C'est ça, donc on avait 4 modalités d'action pour des impacts qui sont quand même relativement différents. Et donc, on va maintenant s'intéresser à ces impacts, sachant que le développement économique, c'est une notion qui est particulièrement large. Et donc, au vu de nos observations, on s'est intéressé à 3 aspects en particulier. D'abord l'emploi, ensuite l'attractivité et enfin l'ancrage territorial des entreprises. L'emploi, c'est l'aspect qui paraît le plus évident lorsqu'on parle de développement économique. Et on s'est intéressé à cette notion au sens large, puisqu'on a cherché à identifier le nombre d'emplois créés sur les territoires étudiés. En pratique, on a eu des difficultés à collecter des données, parce que c'est compliqué d'identifier le lien de causalité entre l'action qui est portée sur le territoire et la création d'emplois. Et ce n'est pas la priorité non plus des porteurs de démarches que de quantifier ces emplois créés. Et sur les 12 démarches qu'on a étudiées, on a un tiers qui ont été en mesure de nous donner des valeurs chiffrées pour la création de quelques emplois par démarche. On a un tiers qui ne comptabilise pas vraiment les emplois créés par leur démarche, mais qui considère tout de même que leur démarche elle contribue à la création d'emplois. Et on a le dernier tiers qui ne savait pas vraiment, qui n'était pas vraiment en mesure d'affirmer que ça contribuait à la création d'emplois. Ensuite, on s'est intéressé au renforcement de l'attractivité des territoires, et donc au sens de la capacité d'un territoire à attirer et à retenir des entreprises. Et c'est un aspect qui a été également complexe à évaluer, puisque idéalement, on aurait voulu connaître les raisons d'implantation des entreprises et pouvoir identifier celles pour qui la démarche développée sur le territoire, elle a réellement été déterminante dans le choix de l'implantation. Et en pratique, c'est pas si évident que ça, puisqu'on n'a que Cocène Développement, et donc la démarche qui est portée sur le territoire de Cocène Agglomération, qui a affirmé que les entreprises s'implantaient spécifiquement sur son territoire pour intégrer des synergies déjà en place. Par contre, on a un consensus de la part des autres porteurs de démarches pour considérer que ces démarches, elles peuvent jouer un rôle en termes d'attractivité vis-à-vis des entreprises, parce que c'est un sujet qui est abordé par les entreprises lorsqu'elles souhaitent s'implanter sur un territoire. Et on s'est également intéressé, dans le cadre de l'attractivité, au développement de l'innovation sur le territoire, puisqu'on a observé que ces démarches d'économie circulaire, elles peuvent impacter cet aspect sous 2 formes. D'abord sur l'aspect des innovations techniques et technologiques qui sont liées au développement de nouveaux procédés industriels, et ensuite sur l'aspect des innovations méthodologiques qui facilitent la coopération entre acteurs locaux. Et donc enfin, on s'est intéressé au renforcement de l'ancrage territorial des entreprises. Ce renforcement, il peut être évalué en fonction des liens que l'entreprise elle a développés avec des partenaires locaux. Donc d'abord des partenaires commerciaux, c'est-à-dire les fournisseurs et les clients, mais aussi à travers l'existence de synergies entre entreprises et donc le développement de liens matériels entre les entreprises. On a également pris en compte la création de liens entre l'entreprise et la collectivité. Et enfin, on s'est intéressé aux liens entre les entreprises, mais qui ne concernent pas vraiment des rapports commerciaux,
mais plutôt sur l'échange de bonnes pratiques ou l'échange de retours d'expérience, puisque ça peut aussi contribuer au développement de l'activité d'une entreprise. Comment on a évalué cet aspect d'ancrage territorial? On a été interrogé, donc en complément des collectivités ou des acteurs relais, des entreprises qui participent aux démarches, et elles nous ont du coup communiqué les raisons de leur participation à ces démarches. Et donc elles le font d'abord pour se faire connaître et développer une clientèle sur le territoire, mais aussi pour identifier des problématiques communes et donc trouver des solutions avec les entreprises du territoire qui font face aux mêmes problématiques. Donc ces différents impacts, on les a mis en lien avec les modalités d'action qu'on vous a présentées juste avant et qui sont développées sur le territoire. Et on a abouti à ce tableau-là, qui est donc un tableau de synthèse où l'importance de l'impact potentiel sur le développement économique, il est représenté par le nombre d'étoiles. Et les étoiles blanches, elles correspondent au cas de figure où nous n'avons pas été en mesure d'établir un lien de causalité évident entre l'action qui est portée sur le territoire et l'impact économique territorial. Donc vous voyez que les démarches qui contribuent le plus au développement économique, d'après ce qu'on a observé, c'est d'abord les démarches d'accompagnement des porteurs de projets en termes d'emploi et de développement de l'attractivité du territoire. Et on a aussi, concernant la facilitation de la coopération interentreprises, une contribution qui est importante en termes d'ancrage territorial des entreprises. Alors ici, on a une question qui se pose. Ça, vous voyez bien, le nombre d'étoiles qu'on a mis, etc., c'est quelque chose d'assez subjectif quand même. C'est à partir de ce qu'on a observé, de la douzaine d'exemples, de la connaissance qu'on peut avoir de ce qui se passe sur le territoire. Est-ce que ces résultats, cette interprétation qu'on a faite, correspond à ce que vous observez sur vos territoires ou sur les territoires sur lesquels vous intervenez? Oui, plutôt non ou non. On vous propose le sondage, à vous de répondre. Est-ce que ces résultats correspondent à ce que vous observez sur vos territoires? Oui, plutôt non, ou non, pas du tout. Pour le moment, on a 12 réponses, 13 réponses. Un petit peu moins de 20 réponses. Alors, qu'en est-il sur votre territoire? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne là? Et je vois que au moins une personne a dit plutôt non ou non. Donc, ça peut être intéressant que vous mettiez dans le chat ce qui fait la différence pour vous, si vous répondez plutôt non. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de votants actuellement. On a seulement 18 votants sur cette question qui est un peu plus difficile, l'interprétation d'un tableau. Je mets fin au sondage, je partage les résultats. Donc, oui à 100%, 1 sur 18, plutôt oui, 15 sur 18, et 2 personnes qui disent plutôt non ou non. Et donc, là, on est très preneur de vos commentaires dans le chat pour réagir et pour expliquer en quoi ça ne correspond pas à ce que vous observez sur le territoire. Et Lisa, on va te laisser poursuivre avec quelques exemples qui ont permis de nourrir ce tableau. C'est ça, donc je vais illustrer la construction de ce tableau par quelques exemples. Donc d'abord, concernant la facilitation de la coopération interentreprises, l'exemple qui est le plus marquant, qui me paraît particulièrement important, c'est l'exemple notamment de recto verso, puisque la synergie qu'on vous a présentée tout à l'heure, elle a contribué à la création de 50 emplois pour le démantèlement des déchets de menuiserie. Mais on a d'autres exemples où la facilitation de la coopération interentreprises a permis la création d'emplois, et notamment dans une démarche qui a été développée par le Cluster Jura, puisqu'ils ont accompagné une zone d'activité sur une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Et cette démarche, elle a abouti à la création d'une association d'entreprises qui emploie aujourd'hui un salarié. Concernant l'ancrage territorial des entreprises, on a aussi une contribution de la part de la facilitation, avec les démarches de facilitation de la coopération interentreprises. Et on a l'exemple du Pays des Herbiers, puisque sur les 28 synergies qui sont développées sur le Pays des Herbiers, on a 39 structures qui sont impliquées dans ces synergies. Et donc, on a bien une mise en relation des différents acteurs du territoire et donc une structuration du tissu économique local. L'accompagnement d'entreprises, il contribue aussi du coup au développement de l'ancrage des entreprises. Et l'exemple que je vais vous présenter, c'est celui du GCADEC, qui est donc un groupement de 4 comités de communes qui ont mis en commun leurs compétences économie circulaire et qui a développé un programme Destination Économie Circulaire qui vise à accompagner les entreprises dans l'optimisation de la gestion de leurs déchets. Et ça passe par la réalisation de diagnostics
le travail avec la collectivité autour de leurs ressources. Et donc, on a une création de liens entre les entreprises et la collectivité. Et enfin, on a aussi l'accompagnement des porteurs de projets. Il contribue également à l'attractivité. Et ça on peut l'illustrer par l'exemple d'Angel-Loire Métropole et de l'accélérateur Codec, qui est donc l'incubateur de projets développé par Angel-Loire Métropole, et qui a accompagné en 2020 7 porteurs de projets, dont 6 sont aujourd'hui implantés sur le territoire d'Angel-Loire Métropole et y ont développé leur activité. On va se poser la question maintenant sur les modalités d'action et puis, au fond, quelle modalité d'action choisir? Comment on fait pour aller chercher telle ou telle modalité d'action? Et si on a défini ces 4 modalités d'action, alors on voit que ce n'est pas une définition complète. Dinara parlait tout à l'heure de formation. Cet item a été repris dans le chat d'ailleurs. On voit qu'il y a quelques autres modalités d'intervention pour les collectivités. Mais ce qu'on a noté quand même, c'est que toutes, elles ont pour socle de la sensibilisation. Des cycles de conférences, de visites de terrain, d'ateliers thématiques, de retours d'expériences partagées. Donc une collectivité qui s'engage sur du développement économique appuyé sur l'économie circulaire, elle commence par de la sensibilisation et de la sensibilisation collective. Est-ce que tu as un exemple à donner, Lisa, qui témoigne de ce socle commun? Oui, du coup, c'est celui du Pays des Herbiers, notamment, puisqu'ils organisent régulièrement des ateliers ou des conférences sur des thématiques différentes. Et c'est des thématiques qui sont choisies par les entreprises. Donc, on a vraiment cette volonté de combler les attentes des entreprises pour proposer des ateliers qui correspondent à leurs attentes et qui les intéressent, et donc qui sont à même de leur apporter des solutions sur des problématiques qu'elles rencontrent. Donc, le socle, toujours de la sensibilisation. Ensuite, quand on passe à une autre modalité, premier type de modalité d'intervention, la facilitation de la coopération interentreprises. Ça a été choisi par 2 types de territoires. Soit des territoires sur lesquels il y avait déjà beaucoup de coopération interentreprises, soit sur des territoires, et c'est le cas par exemple sur l'Albigeois, où il y avait un constat d'un besoin. Alors, du coup, pour illustrer le premier cas, je pense notamment à ce qui se passait sur le territoire de l'Agglo 2B, où il y a un historique relationnel entre les entreprises du territoire, et Nathalie et Violaine vous reviendrez peut-être dessus. Sur l'Albigeois, c'était l'inverse, il y avait peu de liens entre les entreprises, et du coup, la collectivité a choisi, a dit, on va aller faire de l'écologie industrielle et territoriale pour construire ce lien. On peut peut-être passer à l'exemple suivant. Sur l'accompagnement des entreprises, qu'est-ce qui va conduire au fond une collectivité à choisir d'aller vers des modalités d'accompagnement des entreprises, cette modalité d'action? Eh bien, on a 2 cas là, qui nous sont présentés, soit recenser les apporteurs de solutions, c'est le Pays des Herbiers, c'est ça, Lisa, qui a été mis en œuvre? C'est ça. Alors, parce qu'eux, du coup, ils ont développé une plaquette illustrée de toutes les aides financières qui sont disponibles pour les entreprises. Donc, ça permet aux entreprises d'avoir directement ces informations-là sans avoir à les chercher. Et donc, ça leur fait gagner du temps et des moyens, puisque c'est une problématique qui est souvent retenue par les entreprises qui n'ont pas le temps et pas les moyens d'investir sur l'économie circulaire. Et puis, on voit qu'on a aussi, sur le G4DEC, où là, le choix d'accompagner les entreprises, c'est parce qu'on était sur un territoire qui était relativement large, et donc des actions d'écologie industrielle et territoriale, on n'était pas sûr que ça permette de rassembler les acteurs, et donc il y a eu ce choix d'aller proposer des solutions clés en main aux entreprises, avec un programme d'accompagnement pour les entreprises du territoire autour de l'économie circulaire. Ça, c'est le troisième modalité d'action. Et puis, si on va voir la 4e modalité d'action, au fond, Lisa, qui va choisir d'aller accompagner des porteurs de projets? Qu'est-ce qui conduit, au fond, une collectivité à lancer un projet d'incubateur? C'est souvent alors on a soit la volonté, comme le Cluster Jura, de faire du développement endogène, mais on retrouve parfois la volonté de faire du développement exogène et donc de créer une situation favorable à ce développement-là. Et donc, ça a été le cas du SNICVAL, qui est un syndicat de traitement des déchets dans le nord-est de la Gironde, qui a souhaité revaloriser les déchets de son territoire pour en faire de nouvelles ressources pour les entreprises et donc pour favoriser l'implantation des porteurs de projets intéressés par ces ressources sur son territoire. Donc, pour ça, il a accompagné la création d'une association, Nouvelle Air, et il fournit un accompagnement technique aux porteurs de projets qui souhaitent s'implanter qui souhaitent utiliser ces ressources, en leur offrant accès et des possibilités d'expérimentation, en leur donnant accès à ces infrastructures de traitement des déchets, et donc aux déchets qui s'y trouvent. Et on a une deuxième approche qui se concentre moins sur les enjeux du territoire que sur le développement de l'activité en elle-même,
Et c'est la mise en place du coup d'un incubateur de projet, puisque c'est ce qui a été mis en œuvre par Angelor Métropole dans le cadre de son contrat objectif déchets économie circulaire. Mais sauf qu'elle a fait le choix de confier la gestion de cet incubateur à Angers Technopole, qui est donc le pôle d'innovation du territoire angevin et qui propose déjà des programmes d'accompagnement, et donc qui est un habitué de ces types de programmes, avec la spécificité que cet incubateur, il est dédié à l'économie circulaire. Donc, on a un programme de 3 mois qui inclut une partie dédiée aux aspects techniques de la création d'entreprise, avec des études de marché ou l'accompagnement vers le développement de l'innovation, la création de modèles, de prototypes et des aspects juridiques. Et on a un aspect qui touche à la stratégie d'économie circulaire, avec un accompagnement vers l'éco-conception, l'éco-innovation ou l'analyse de cycle de vie et la mesure des impacts de l'activité développée par le territoire. Le choix qui a été fait par Angelor Métropole, c'est de confier cet incubateur à un acteur relais. Mais on a d'autres exemples, comme la démarche qui est portée sur le terrain en Bretagne par le hub Enerco de Locminet, qui est un incubateur qui est porté en interne par la collectivité. Donc, c'est aussi une solution qui est possible et qui est réalisable. Merci beaucoup, Lisa. On en arrive au terme de ce webinaire et on va passer à la diapo, l'avant-dernière diapo, pour d'abord dire la transition écologique, ça passe par l'économie circulaire, hein, c'est le sens de notre aventure collective, et tous ceux qui sont là aujourd'hui autour de ce webinaire sont bien inscrits dans cette démarche dans laquelle on croit. Les résultats qu'on vous a présentés, en fait, c'est issu d'un stage que Lisa a fait pendant 6 mois chez nous, et ça a été permis par la douzaine de collectivités qui ont répondu à ces questions. Évidemment, on avance pour répondre à ces questions que parce qu'on a des retours d'expérience de collectivités, et merci à ces 12 collectivités, puis tout particulièrement à Violaine et Nathalie qui sont là pour l'Agglo 2B aujourd'hui avec nous. Merci à vous. On a aussi bénéficié de l'appui d'un comité de pilotage de SAMI qui était composé de 5 personnes, 3 personnes de collectivités, Christine Blétel du Pays des Herbiers, Aurélie Caria de la communauté d'Agglo d'Albigeois et Pierre-Yves Lefebvre de la région Bretagne. Et puis, nous avions aussi Samy Guyet, qui est un de nos partenaires et amis de Résilientité, qui a participé à ce comité de pilotage. Et puis également un enseignant de l'école de management de Normandie. Voilà, c'est grâce à eux qu'on a pu aboutir à cette étude. On a évidemment, et puis la moindre des choses, hein, quand on s'engage dans ce type d'études, c'est de restituer aux collectivités tout ce qu'elles ont accepté de partager avec nous, et c'est le sens de ce webinaire, pour qu'on avance tous ensemble sur le chemin de l'économie circulaire. D'ici quelques jours, on l'espère, on pourra vous mettre à disposition une plaquette récapitulative de ce qu'on vient de vous présenter, puis même avec un petit peu de détails supplémentaires. Pour ceux qui sont très intéressés, il y a des rapports de stage, le rapport qu'a constitué Lisa, qui pourrait éventuellement être diffusé également, mais là on est sur des éléments qui sont beaucoup plus techniques. Mais en tout cas, on est tout à fait prêt à les diffuser si vous avez ce souhait-là. Et on reste à votre disposition pour toute question et échange. Et si vous avez quelques minutes supplémentaires, on peut vous proposer non seulement un peu d'échange de vive voix, et puis un petit bonus sur la question « Comment on pérennise ?» Donc ceux qui doivent nous quitter parce qu'il est déjà midi 1, on vous laisse, voilà. Et puis ceux qui veulent rester pour un petit bonus, et c'est le moment, 5 minutes de plus, sur comment pérenniser la démarche, et on y va. Et alors, grande question, hein, comment pérenniser la démarche? C'est une question sur laquelle on n'a pas de réponse et pas de certitude, évidemment, mais on peut partager avec vous ce qu'on a observé dans les différentes modalités d'accompagnement. Donc là, on reprend, au fond, la sensibilisation. Il n'y a pas d'enjeu de pérenniser la démarche, on fait de la sensibilisation, etc. En revanche, quand on veut faciliter la coopération interentreprises, quand on veut accompagner les entreprises vers l'économie de la fonctionnalité, vers l'éco-conception, par exemple, ou encore qu'on veut faire émerger des porteurs de projets, qu'on veut voir incuber des projets, il y a bien un enjeu de pérennité. Alors, comment on s'y prend? Comment s'y sont pris les collectivités qui se sont lancées dans cette démarche? D'abord, ce qu'on note, c'est qu'elles ont toutes au départ un programme d'animation pour impulser une dynamique collective. Ça, c'est la base. C'est pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, on va faire de l'animation collective et on impulse progressivement cette dynamique collective. Ça, c'est la base commune à toutes ces 3 démarches. Ensuite, il y a des spécificités. Quand on veut faciliter la coopération interentreprises ou accompagner les entreprises, on note qu'il y a
d'abord une nécessité de penser la continuité après le programme d'action. C'est-à-dire que quand on est dans la phase d'animation, là, il faut qu'on ait une piste pour la suite. Par exemple, sur l'exemple de l'agglo de B, c'était penser recto verso et se dire, au fond, je vais créer une structure autonome. Et donc, on pense l'animation, mais on pense aussi la suite. On n'a pas un projet qui est un coup parti et on s'est arrêté au bout de 2 ans. Non, on sait qu'on va vouloir pérenniser la suite. Et ce qu'on note, c'est que sur la facilitation de la coopération interentreprises, ce que cherchent les collectivités, c'est d'aboutir à une dynamique collective des entreprises qui gagnent en autonomie. Ça, c'est ce qu'on peut espérer sur l'EIT, c'est ce qui est en train de se dérouler dans beaucoup de territoires qui se sont engagés dans des démarches d'écologie industrielle et territoriale. En revanche, sur l'accompagnement des entreprises, on n'est pas sur des démarches d'autonomie. En revanche, on est sur une démarche où l'entreprise qui a été accompagnée, elle va rejoindre un club, un réseau d'entreprises, un club plus large. C'est le cas, par exemple, sur le club EFC, animé par Initiative Durable. Alors, j'ai un doute sur le nom puisque ça a changé, mais il me semble que c'est Initiative Durable pour la région Grand Est. Et voilà, ce club, qui est un club EFC, est plus large en termes de thématique que l'accompagnement qui avait été réalisé par IDE Grand Est, mais c'est une démarche qui va permettre de pérenniser l'engagement des entreprises et de l'élargir à d'autres thématiques environnementales. Quand on s'intéresse maintenant aux incubateurs, ce qu'on note, c'est qu'au fond, les incubateurs, là, le but, ce n'est pas de poursuivre une démarche collective. C'est plutôt que les projets qui ont été incubés se traduisent concrètement, voient le jour et soit permettent de faire émerger des activités viables et qui sont pérennes. Et donc, ce qui va compter, c'est comment le programme inclut le suivi de chaque projet pendant 2 ans. C'est le cas, par exemple, à Angers-Loire Métropole, où dans le programme, on se dit on va accompagner le porteur de projet pendant 1 an et demi, et puis pendant 2 ans, à la suite de cet accompagnement, on va regarder la viabilité de son entreprise et comment évolue le projet. Et c'est une manière d'assurer la pérennité de la démarche. Voilà ce que nous souhaitions vous dire en bonus, qui est cette question pour éclairer et tenter de répondre à cette question importante qui est celle de la pérennisation des démarches d'économie circulaire dans les territoires. On en vient vraiment au bout de ce webinaire. Si vous souhaitez échanger avec nous, on est bien sûr à votre disposition et on vous invite à rester, si vous souhaitez, à ouvrir vos micros et voilà, à échanger vos expériences, vos impressions à la suite de ce webinaire, peut-être les échos que ça a suscité en lien avec ce que vous vivez sur le territoire. Et sinon, nous vous souhaitons un très bon appétit, au plaisir de vous retrouver. Alors bonjour, moi je suis Johanna Maringue d'Ecoplaine, donc on est situé à Vittel, dans une zone qui est plutôt rurale. Et je voulais juste soulever en fait une problématique qu'on observe en fait sur notre territoire. C'est une problématique qui est en fait, il y a de l'emploi, en fait, on a des entreprises à Vittel qui sont peut-être un peu en manque de main-d'œuvre et on ne sait pas trop en fait comment essayer de recruter la main-d'œuvre ou bien voilà, on essaie de trouver une solution en tout cas à ce problème-là, c'est parce qu'on a des entreprises sur le territoire qui sont des entreprises industrielles ou artisanales et on n'a pas assez de main-d'œuvre pour ces entreprises-là. Voilà, donc je voulais juste expliquer un peu la problématique et voir si on pouvait en discuter en fait ensemble. Voilà. Alors, c'est ce qu'on peut observer pour réagir à votre intervention, Johanna. C'est que c'est une problématique là qu'on observe depuis, allez, je vais dire 4-5 ans quand même dans les territoires industriels et d'autant plus, là, c'est d'autant plus fort depuis la sortie de la crise sanitaire. On l'observe dans l'Ouest, par exemple, dans le bocage vendéen. J'imagine aussi, et je compte sur vous, Nathalie, pour réagir, mais je pense que du côté de Bressuire, il y a les mêmes interrogations. Et ça m'évoque 2 choses. Ça m'évoque d'abord des chefs d'entreprise qui disent je me tourne vers l'économie circulaire pour donner une belle image à mon entreprise et attirer des jeunes plus facilement. Et ça marche.
on a ces retours-là. Et je pense notamment là, sur une toute petite entreprise, un plombier qui a dit moi, je tourne dans une démarche de transition écologique, je vais récupérer les ressources, en plus on va circuler à vélo, en vélo cargo, et qui a eu tout récemment, c'est un exemple qui date de la semaine dernière, qui illustre bien ça, qui dit j'ai trouvé un jeune déjà bien expérimenté qui vient chez nous parce que justement on a cette démarche d'économie circulaire, de transition écologique. Alors ça ne répond pas à tout. Rebondir. Allez-y Nathalie. Ouais, juste pour rebondir et pour faire suite à ce que tu dis Gaël, effectivement, nous aussi sur le territoire, c'est une vraie problématique. Toutes les entreprises cherchent à recruter. Pour la bonne preuve, donc on organise un job dating le 5 octobre prochain sur le territoire. On a 80 entreprises qui se sont inscrites pour tenir un stand parce qu'elles recherchent du personnel. On avait déjà tenu ce job dating il y a 2 ans. L'année dernière, bon, c'était particulier, on n'avait pas pu le faire en présentiel, mais on reconduit cette opération cette année et on espère évidemment que les entreprises trouveront par ce biais-là du personnel. Mais c'est vrai que c'est un vrai souci. Maintenant, je rejoins ce que tu dis, Gaëlle. Je pense que vraiment, les entreprises, il faut aussi qu'elles prennent leur part dans leur recherche de personnel en intégrant dans leur façon de déposer leurs offres, dans leur façon de gérer leurs entreprises, les attentes des nouvelles générations notamment, qui recherchent aussi une qualité de vie au travail, etc. Et ça passe aussi par les... Enfin, voilà, tout ça, c'est lié. Et c'est vrai que je pense que les entreprises, elles ont encore du chemin à faire par rapport à ça pour faciliter effectivement le dépôt de candidature auprès de chez elles, quoi. Mais c'est un vrai souci partout. On a 5% de taux de chômage chez nous, donc un taux très très faible et ça devient super compliqué de trouver du monde. Je souhaiterais rajouter une piste, c'est pareil chez nous pour les problèmes de recrutement. Du côté de l'emploi en insertion aussi, je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher de ce côté-là, en fait. En faisant appel au maximum à des emplois en insertion, donc que les collectivités fassent appel à des prestations, mais les entreprises aussi, de façon à ce que ces gens éloignés de l'emploi se forment, gagnent en confiance, se réintègrent davantage et trouvent une place dans l'économie plus conventionnelle, entre guillemets, quoi. Et la démarche de l'ESIAM sur le territoire, qu'on a eu la chance aussi de pouvoir expérimenter, montre bien qu'effectivement, donc, les entreprises à économie, j'ai perdu le but d'emploi, qui sont donc pour des personnes de chômage de longue durée, ont permis, je pense, un petit peu de commencer à ouvrir les yeux sur le territoire, comme quoi effectivement des personnes éloignées peuvent aussi travailler. Mais effectivement, le souci, c'est qu'elles ne peuvent pas forcément travailler de la même manière, avec les mêmes cadences, avec les mêmes attentes que parfois les entreprises ont. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment que les entreprises élargissent aussi leur façon de voir l'emploi. Effectivement, on a très souvent lié on voit très souvent lié sur les territoires ces questions d'emploi, de recrutement et d'écologie industrielle et territoriale, parce que c'est très souvent une préoccupation qui est partagée par les entreprises d'un même bassin d'emploi. La difficulté de recrutement, Nathalie, tu l'évoquais, quand on a 5% de chômage, ça va toucher toutes les entreprises du territoire, cette même difficulté de recrutement, dont on peut se réjouir par ailleurs. C'est plutôt très encourageant de voir ce taux, cette situation de plein emploi. Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, remarques, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt.